commence la session de pitch avec Caroline Chouin de la Vèze, qui est responsable vente de contenu au Parisien, et Aurélien Vière, qui est rédacteur en chef au Parisien. Et ils viennent nous parler de la conquête des jeunes grâce aux vidéos. Donc merci de les accueillir. C'est à vous. Bonjour. On est très impressionnés pour démarrer. Plus il paraît qu'on est les premiers. Donc on vient vous parler de la vidéo. Et d'abord, on va commencer par un petit quiz. Est-ce que par hasard, vous savez de quand date la première vidéo du Parisien? Allez, essayez, une année au moins. 2003. Un peu plus tard. Hein, encore un peu? Allez, 2008. Et à votre avis... Merde, pardon. Connaissant le Parisien, sur quel sujet pouvait être la vidéo? Presque, le PSG. Ouais, effectivement. Donc c'était le 31 janvier 2008. Voilà, c'est lui. Et donc, deuxième petit quiz. À votre avis, quelle est la vidéo la plus célèbre du Parisien? Bien vu. C'est lui. Ah, ça n'a pas marché. Bon. C'est la vidéo Casse-toi pauvre con, Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Et donc maintenant, vous donnez une idée de ce qu'est la vidéo maintenant au Parisien en chiffres. Certains le reçoivent peut-être. Il y a des reportings qui disent tous les mois record, record, record. Mais c'est vrai que depuis 4 ans, la vidéo a énormément progressé. On est passé en 4 ans de 14 millions de vidéos vues à plus de 157 millions. Petite progression de, si je ne me suis pas trompée, 864% en 4 ans. C'est phénoménal. Pas forcément avec des énormes moyens, mais avec une équipe éditoriale qui fait un travail formidable. Et c'est Aurélien qui vous en parlera. Un petit indicateur qui peut être marquant. Vous avez ici sur ce tableau les visites du site et le nombre de vidéos vues qui sont mis en perspective. Donc il y a 1 an, en 2021, on faisait moins de vidéos vues que de visites sur le site. Et maintenant, on fait plus de vidéos vues que de visites sur le site. Alors, quand on parle de vidéos vues, ce sont les vidéos sur toutes les plateformes. Donc sur le site, sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça nous donne une zone de diffusion qui est beaucoup plus large. Et donc voilà ce que ça représente actuellement. Vous pouvez voir que les réseaux sociaux, c'est quand même la plus grosse part de nos vidéos vues. Les petites, la partie bleue que vous voyez qui est marquée Dailymotion, en fait, ce sont les vues sur notre site, puisque Dailymotion est notre player, donc ce sont à 95% des vues sur notre site. Et le rouge, bah, c'est YouTube, qui progresse énormément et sur lequel on a beaucoup d'affinités avec le jeune public. Et c'est vrai que la vidéo, c'est aussi un moyen d'aller vers des publics plus jeunes, de faire connaître la marque Le Parisien à des publics plus jeunes. Donc, un petit rappel sur le site. Le brand Le Parisien, aujourd'hui en France, touche à 45% des 25-49 ans. Sur les autres réseaux sociaux, on a 50% de 18-24 ans sur Snapchat, 36% de 18-24 ans sur TikTok et surtout 37% de 13-17 ans. C'est un public qu'on touche absolument pas ailleurs. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées sur TikTok ici, mais je pense pas qu'il y en ait 37%. Et 24% de 18-24 ans sur YouTube. Et YouTube, c'est un tel vivier que ça représente des... On vise, en fait, Aurélien a promis... le million d'abonnés sur YouTube à la fin de l'année. On n'en est pas très loin, on doit être 830 000 à peu près. Donc, voilà. Je passe les chiffres parce que je sais que c'est un peu ennuyeux. Et vous montrer ce que fait actuellement le Parisien. Jean-Luc Mélenchon
contre Jean-Luc Mélenchon, avec là pour le coup, un discours assez attendu de la part d'Elisabeth Borne, qui trouve tout cela choquant, qui parle de propos outranciers et qui décide, elle, de défendre la police face aux déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Parce que rappelons les propos qui suscitent la polémique de Jean-Luc Mélenchon. C'est le fait de dire la police tue, sans même que l'on sache précisément, ce que vient d'expliquer Cécile Olivier, ce qui s'est passé. La police tue comme si, un, c'était la police en tant qu'institution qui tuait, et puis deux, comme si on savait d'ores et déjà que les policiers avaient fait un usage excessif de la force. Voilà, et je laisse la parole à Aurélien sur la création éditoriale. Merci Caroline. Merci à toi pour tes encouragements. C'est avant tout le travail de l'équipe de journalistes vidéo. Nous, on n'est pas grand-chose. Après, il y a un travail quand même commun qui a été fait avec Caroline et toute la direction numérique, avec la régie. On a redéfini l'offre il y a 2 ans et on l'a axé autour de 2 grands thèmes éditorialement qui sont l'actu d'un côté et les séries de l'autre. Donc c'est ça qu'on essaye de marteler en interne, en externe. Le Parisien vidéo, c'est de l'actu et des séries. On peut faire beaucoup de choses éditorialement. Ce qui est bien, c'est de faire des choix. Et donc, on l'a découpé vraiment entre 2 grandes offres. Donc, l'actu, c'est des reportages. On a des reporters au Parisien. Donc, on a une équipe de 15 personnes, plutôt 20 au quotidien, avec les apprentis, les CDD, les éventuels pigistes qu'on peut faire bosser. On a un staff de 15 personnes. Et donc on fait pas mal de reportages, des reportages qu'on appelle des reportages jours, de l'actu chaude. On a un reporter sur la manifestation de cet après-midi par exemple avec les soignants. Et puis la plus grosse partie de notre offre, c'est des reportages plus décalés, des témoignages. On travaille avec tous les services du Parisien, l'économie, la société. On travaille beaucoup avec le Grand Parisien. On a une centaine de reporters qui vont aller chercher de l'info dans les locales et c'est souvent des sujets qu'on voit aux 20h sur les chaînes de télévision. J'ai travaillé à la télévision, donc je sais que le Parisien, c'est un peu la Bible et qu'on va piller tous les sujets du Parisien. Bien sûr, quand on a des bons témoignages et des bons reportages et beaucoup d'exclusivité, ce qui est un peu quand même le trait commun à tout ce qu'on fait au Parisien, on va quand même chercher beaucoup l'exclu, le scoop. On va y aller en même temps que les reporters des locales, des services, pour aller faire des sujets en vidéo. Et puis on a une offre vidéo en tant que telle. Les journalistes proposent beaucoup de sujets qu'on réalise, beaucoup de témoignages, de reportages exclusifs aussi, quoi, inédits, originaux, quoi. Donc ça c'est pour l'actu. On a une partie de desk aussi. On reçoit des images de l'étranger comme d'autres sites via l'AFP, via Reuters, et on va via les réseaux sociaux, via la veille qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, et on va mettre ça dans ce qu'on appelle l'offre actu du jour, quoi. Et puis l'autre partie, c'est les séries. Et donc on en a développé 3, on a vu des extraits depuis 2 ans, on a développé autour de 3 thèmes pour l'instant. Il y a la première, c'était Biclot, autour du vélo, sur le vélo comme nouvelle tendance urbaine. Donc le Parisien était le premier journal à vraiment investir sur ce sujet-là, qui était assez niche à l'époque. C'était avant les grandes grèves. On l'a conçu pendant les grandes grèves de décembre 2019, janvier 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, où tout d'un coup il n'y avait plus rien, plus de métro, plus de bus, et les Parisiens se sont rués sur les vélos. Et puis il y a eu le premier confinement et déconfinement. Et au premier confinement, je me suis dit, ok, le sujet est mort, on va parler de la pandémie, pas du tout du vélo. Et à ma très très grande surprise, le thème est revenu très vite dans l'actu. D'abord, c'était des pistes pour les soignants qui devaient rejoindre l'hôpital le plus vite possible. Et puis après, on s'est dit, on peut pas entasser les gens dans le métro, dans le bus ou dans la voiture parce que ça pollue, donc le vélo est une solution. Et donc là, il y a eu un engouement incroyable et on a fini la première saison sur la pénurie de vélos, encore une fois, à ma grande surprise. Donc on était le premier journal à investir vraiment beaucoup sur cette thématique. C'est devenu une chronique régulière dans le journal. On prévoit peut-être d'autres événements. On peut construire autour de cette marque pas mal de choses, quoi. Et puis la deuxième série qu'on a lancée presque en même temps, c'était Food Checking. Donc Biclot, encore pour préciser, c'était pour Facebook au départ, c'était un partenariat avec Facebook et sur le site. Et donc on touchait déjà un public sur les réseaux sociaux. Food Checking, on l'a vraiment conçu comme un format aussi réseaux sociaux à part entière, un format magazine vertical, une hebdo, 6-7 minutes. À chaque fois, on va prendre un produit dans un supermarché. Le pouvoir d'achat, le supermarché, c'est aussi un terrain de chasse pour les reporters du Parisien. On aime bien être au contact des Français qui vont faire leurs courses, c'est la une aussi du jour. Et donc Adrien Gonzalez, le réalisateur, enquêteur, tourneur, monteur de Food Checking, part toujours d'un produit qu'il va attraper au supermarché, voir ce qu'il y a derrière l'étiquette,
Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est bon pour mon portefeuille? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce que c'est bon tout simplement? Donc on le fait toujours goûter par des chefs. Et food checking, ça a été un gros succès, ça reste un gros succès. Adrien a eu un accident de vélo là il y a pas longtemps, donc il y a un petit off. On est off pendant 6 semaines, mais on va reprendre bientôt. Et donc l'idée de ces 2 premières séries, c'était de faire des marques-programmes. À la télévision, on parle beaucoup de ça. Il y a des marques-titres qui sont France 2, France 3, TF1, et puis ils vont lancer des émissions sur lesquelles ils espèrent fidéliser, donc des marques-programmes. Et j'ai repris un peu ça dans la stratégie pour dire, en fait, avant on essayait de faire des formats d'interview, des choses comme ça, mais c'est dur à mémoriser. Où est-ce que j'ai eu cette info? Est-ce que je l'ai vu sur Combini, sur Brut, sur Le Parisien, sur Portage et Actu? Où est-ce que je l'ai vu? C'est difficile de mémoriser cela. Des séries, vous allez les mémoriser, on va fidéliser, on va s'attaquer à des sujets des thématiques très pointues. Sur le vélo, c'était une partie où il y avait beaucoup de demandes et très peu d'offres. Food checking, il y a beaucoup de demandes. Tout ce qui est food en France, ça passionne les gens. En revanche, on est arrivé avec un format un peu décalé qui aborde plusieurs thématiques en même temps, comme je vous l'ai expliqué. Et puis la dernière, c'est Crime Story sur les faits divers, où là, Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien, va raconter un fait divers d'actu ou un cold case, pareil au format vertical, très réseaux sociaux, quoi. Et donc l'idée c'était de, encore une fois, fidéliser, marquer les esprits avec des marques qu'on retienne. Pour la petite anecdote, au départ on mettait food checking en haut à droite de toutes les vidéos d'Adrien, et on disait on va, avec ce programme marqué, on va faire connaître le Parisien via une marque un peu différente, un peu nouvelle, un peu cool, qui va s'appeler food checking, pour faire adhérer le public au Parisien, alors qu'il serait peut-être pas forcément abonné au Parisien directement, quoi. Ça, c'était la stratégie. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, food checking écrasait un peu tout finalement, et que le public se souvenait plus que c'était le Parisien qui était à l'origine quand même de cette vidéo, quoi. Donc on a remplacé en haut à droite food checking par le Parisien, et en revanche, il y a un programme, on peut s'abonner sur Snapchat à food checking, on retrouve le logo à la fin, et maintenant quand Adrien me raconte, il allait dans un café il essayait de faire une caméra cachée, maintenant il est un peu trop connu, et on lui dit ah tiens c'est le Parisien, quoi. Et donc maintenant j'ai compris qu'on avait réussi à imposer cette marque qui était le Parisien dans les esprits, tout en touchant un nouveau public qui était beaucoup plus jeune, quoi. C'est ça le cœur de l'intervention, comment conquérir le nouveau public, là où il est, donc sur les réseaux sociaux. Après, il faut faire il y a des typologies à faire. Mark Zuckerberg dit Facebook, je veux plus que ça soit, c'est plus cool, c'est plus cool depuis longtemps, c'est plus hype d'être sur Facebook. En revanche, c'est comme le téléphone, tout le monde l'a, quoi. Donc là, en fait, sur Facebook, pour nous, c'est plutôt un peu l'EHPAD des réseaux sociaux. Il y a beaucoup, je le consulte aussi, donc je mets dedans, donc on retrouve toutes les tranches d'âge, mais c'est un peu comme le téléphone, quoi. Vous pouvez recevoir un appel téléphonique quand vous avez 20 ans ou 60 ans. Là, la courbe des âges a vraiment monté sur Facebook. Les grands-parents sont super actifs. Quand on fait des vidéos sur des histoires, par exemple, d'animaux domestiques, c'est super partagé par des retraités. Le piège à frelons. Le piège à frelons. Donc non, mais le réseau a beaucoup vieilli en termes de comportement, d'usage. Ce qu'on ouvrait il y a 10 ans en première application, c'est Facebook. Maintenant, c'est plus Instagram, qu'on retrouve chez les trentenaires, quadragénaires, qu'on trouve très utilisé. Chez les plus jeunes aussi, je vous rassure. Mais ça a tendance aussi à vieillir, en fait. Et puis, bien sûr, en dernier, il y a TikTok, où on là va toucher quand même une population beaucoup plus jeune. Même si la moyenne d'âge est 25 ans, c'est plus forcément 13 ans, ça a quand même augmenté aussi, quoi. Donc voilà, quand il y a les darons qui viennent sur TikTok, on sait que voilà, la moyenne d'âge a commencé à augmenter. Il y a un peu tout le monde maintenant dessus aussi. Mais on fait un peu une typologie en termes de réseaux sociaux aussi. Tout n'est pas égal par ailleurs. C'est plus jeune que sur le site. Le site ayant une moyenne d'âge plus jeune que le papier. Et en dernier, en plus jeune, il y a quand même les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a beaucoup de jeunes aussi. Mais quand on regarde les plus de 40 ans, c'est quand même une certaine proportion aussi. Il y a aussi beaucoup de seniors et de cadras, quinquas, avant d'être seniors, qui regardent des vidéos sur YouTube. C'est un peu tout le monde, quoi. Et si la question c'est comment conquérir un public jeune, on fait des formats adaptés sur des plateformes, on va même adapter selon les plateformes. Et quand Damien Delsoni raconte par exemple ses histoires sur Crime Story, sur TikTok, c'est un gros succès, quoi, auprès de certains, notamment les plus jeunes qui connaissaient pas des vieilles histoires, des faits divers anciens, qui les découvrent via Crime Story sur TikTok et qui nous disent « Ah, c'est génial, je connaissais pas cette histoire, ils racontent super bien les histoires », comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'être jeune pour s'adresser aux jeunes. Mais notre clé quand même pour conquérir les jeunes, c'est aussi d'en recruter. Donc on a des journalistes jeunes, parfois très jeunes, qui sortent de l'école. On a confié littéralement les clés de TikTok à un journaliste qui sortait du CFJ, de l'école de journalisme, Mathieu Hennequin, qui va venir, je crois, intervenir pour Regard Connecté dans pas longtemps.
Et bien sûr, il avait les codes et il incarne beaucoup les vidéos. Donc c'est un peu aussi les jeunes qui parlent aux jeunes. C'est quand même un peu plus logique aussi. Et puis on écoute beaucoup leurs idées de sujets, d'angles, de reportages, d'enquêtes. Là, on fait pas mal de trucs sur Shein. On dit Shein, je crois, ça s'écrit Shine. Je crois qu'on dit Shein pour la marque de vêtements. Voilà, je crois que c'est 25% du bilan carbone des jeunes, ça passe par Chine. C'est de la fast fashion, ils achètent beaucoup là-dessus. Donc là, on va peut-être faire un sujet sur quelles sont les alternatives à Chine. Peut-être qu'en tout ce qui est en recyclerie, upcycling, on peut trouver la robe Chine à 10 € autre part. Donc on va le faire aussi. On va aussi faire ce genre de sujet qui intéresse vraiment une cible précise pour le coup, qui a moins de 30 ans. Donc on va chercher des sujets via ces journalistes qui nous apportent des sujets qui les touchent. Sur les plateformes qui les touchent, donc ça c'est vraiment les clés. Sur les thématiques, c'est vraiment très varié. Déjà l'actu, ça les intéresse. On dit toujours la génération d'après, ils s'intéressent pas à l'actu. Ceux qui lisaient le journal, c'est des vieux. En fait, non, l'actu les intéresse. Il y a là un de nos plus gros scores récemment sur TikTok. On était le premier média à annoncer que Mbappé restait au PSG. Déjà, on a fait une couverture 10 jours avant pour dire on a engagé le journal en disant nous on pense qu'il reste. Et on avait préparé une vidéo, on avait mis une vidéo au frigo, comme on dit, en disant, c'était le vendredi, on disait si samedi ça se confirme qu'il reste, on va faire la vidéo en amont, donc on avait préparé la vidéo, et le samedi, on a diffusé la vidéo dès qu'on a eu la confirmation en interne, pas officielle, mais en interne, on s'est dit on y va. Donc le Parisien a annoncé que Mbappé restait, et on a fait quasiment 1 million de vues avec cette vidéo, sur ce qu'on appelle le temps 1, l'actu chaud de l'alerte. On était les premiers à l'annoncer sur TikTok, quoi. S'il y avait un endroit à le voir, c'était sur le Parisien, et donc il y a une prime au premier. L'actu chaude, ça intéresse les jeunes, les moins jeunes, ça intéresse aussi beaucoup les jeunes. Juste de donner l'information, de la couvrir, ça les intéresse, quoi. Ce qui les intéresse particulièrement, et ça aussi c'est un peu une surprise, c'est de raconter, de décrypter l'information. Par exemple, il y a un vieux format sur le web, vieux comme le web, qui s'appelle, et sur le papier d'ailleurs aussi, qui s'appelle Ce qui change au 1er juin, quoi. Donc il y a plein de choses qui changent au 1er juin. C'est un format vieux comme le monde. On était très surpris de voir que sur Instagram et TikTok, ça passionnait complètement les foules. C'est un peu aride, on parle des impôts qui augmentent ou du prix de machin, et en fait, ça les intéresse d'avoir ça. Et c'est un peu la mode d'Hugo Décrypte, je sais pas si vous le suivez, mais en gros, il a inventé le JT de 20h, quoi. Donc il est sur sa chaîne YouTube, il fait le JT en 10 minutes sur un fond uni dans un mini studio. En fait, il fait le JT de 20h mais à la sauce YouTube, et sur Instagram, il fait des carousels assez populaires où il va raconter ce qu'il faut retenir de la journée, quoi. Et ben ça marche beaucoup. Il y a un gros sujet pour une grosse appétence pour ces formats que j'appelle bundle, qui ressemblent finalement à un journal papier, où il y a un début, un milieu, une fin, quoi. Ça marche beaucoup. On va synthétiser l'info. Hugo Décrypte, c'est plutôt de la synthèse que du décryptage finalement. Donc on va synthétiser l'info, ça plaît beaucoup. Et puis il y a tous ces reportages décalés, les témoignages, ou ce qu'on appelle le T3, sur des thèmes qu'on connaît, qui marchent toujours, qui les intéressent davantage, sur l'environnement, les questions d'identité, de genre, etc. Mais on fait aussi des reportages à Paris, en banlieue, en province, à l'étranger, qui sont susceptibles de les intéresser. Et c'est comme ça qu'on progresse. On regarde les vues, mais on regarde aussi le temps passé. Il faut qu'on soit assez percutant, qu'on soit pas trop court, pas trop long, donc on cherche le bon format aussi pour eux. Là, on teste un nouveau format sur TikTok. On ne sait pas si ça a marché ou pas, on fait des premiers tests, c'est vraiment de la R&D, qui s'appelle le x1,5. Je m'en suis rendu compte parce que j'essaye de parler aux jeunes, mais je suis quadragénaire, donc c'est pas toujours évident. Donc je suis assez humble par rapport aux propositions et aux retours des jeunes journalistes déjà. Et heureusement, j'ai des ados à la maison, donc ça m'aide un peu. Et je voyais ma fille qui a 11 ans seulement sur WhatsApp écouter ses messages audio en accéléré, quoi. Et je dis mais pourquoi tu fais ça? Et elle me dit mais en fait c'est trop long à écouter. Et tout d'un coup j'ai une espèce de révélation. Je me suis dit mais c'est vrai que sur Netflix de plus en plus de personnes regardent les séries en x1,25, x1,5. Nous, ça nous arrive sur notre outil interne pour revisionner des vidéos la 3e fois. On demande par exemple plusieurs versions à un journaliste, des petites corrections, et on sait exactement où sont les corrections. Donc ça m'arrive de repasser une vidéo en vitesse x2, quoi. Et donc je suis habitué à ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire rentrer un sujet de 90 secondes en 60 secondes. Et donc on a fait un format qui s'appelle le x1,5, où on va voicer, on va faire un commentaire sur image pour TikTok en vitesse normale, et puis on va l'accélérer en post-prod. On a trouvé un moyen pour que la voix soit pas trop aiguë,
et en essayant de coller vraiment les images à ce qu'il dit pour essayer de le mémoriser. Et donc voilà, on va voir si ça marche ou pas, mais on pense qu'il peut y avoir un intérêt pour ça. Il y a des sujets qui méritent d'être très longs, hein. J'ai validé plusieurs sujets de 10 minutes, ce qu'on faisait pas trop avant, des reportages plutôt magazine pour notamment Biclou, pour Food Checking, on veut faire du 8-9 minutes, ce qui est long pour nous sur le web, mais quand on veut aller court, pourquoi pas faire plus percutant, plus vite, quoi. Donc le x1,5, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, est-ce que certaines ont des questions? Ouais. Bonjour. Je me demandais par rapport aux réseaux sociaux, tu n'as pas évoqué Snapchat, est-ce que c'est volontaire de ne pas se positionner sur ce réseau? Si, pardon, on a oublié, mais on est aussi sur Snapchat. Et Food Checking et Crime Story ont été pensés d'abord pour Snapchat même. Et pour nous c'est important, ça marche bien, c'est une communauté très à part, où on s'aperçoit que quand ils sont sur Snapchat, ils sont pas trop sur les autres réseaux sociaux. Il y a un peu d'overlap, ils regardent aussi quand même un peu YouTube, de plus en plus TikTok qui devient vraiment un énorme phénomène, quoi. Il faut voir les communiqués d'Instagram, ils sont en panique complète. Mon fil Insta ressemble vraiment de plus en plus à mon fil TikTok, ils sont vraiment passés là-dessus. Mais Snapchat est une communauté très importante déjà et très à part. Et on est à notre deuxième show, on a fait un essai pour la présidentielle aussi. Ils veulent aller plus sur l'événementiel, ce qu'ils faisaient pas du tout. Ils font plus justement des séries et du magazine. Si on a voulu faire des séries, c'est aussi pour entrer dans les codes des plateformes, qui en gros se Netflixisent. Et sur Snapchat, si vous voulez faire ce qu'on appelle un show, c'est une série quoi en fait. Vous avez une série alors, soit sur un thème, soit une série qui se décline en plusieurs épisodes. Mais en gros, ils découpent ça en série comme sur Netflix, quoi. Donc voilà, non, Snapchat, ça reste important pour nous et on touche aussi une grosse communauté là-bas, quoi. Une question pour Caroline, 160 millions, si on se compare aux autres, ça nous situe où? Alors, on est dans les premiers médias presse en vidéo. Après, on a des stratégies qui peuvent être très différentes. Le Parisien publie beaucoup. On publie en moyenne 300 vidéos par mois. Le Monde publie beaucoup moins. Mais c'est volontaire. Ils font des formats un peu plus longs et ils en font vraiment beaucoup moins. Ça peut être un par semaine. Voilà. Mais on n'a pas les chiffres de tous les réseaux. Les éditeurs sont pas très communicants là-dessus. Mais le chiffre à retenir, c'est vraiment le chiffre médiamétrie. On est à 10,7 millions de vidéonautes uniques. Donc sont des vidéonautes qui sont véritablement touchés par la pub sur YouTube et sur Dailymotion. Et ça, c'est ce chiffre-là pour la régie qui est capital.